Bonjour à tous, bienvenue sur le Figaro Live. Nous sommes le 13 juin 2025. C'est un jour dont on se souviendra sans doute. Est-ce le début d'une guerre? Israël a annoncé avoir frappé l'Iran. Renaud Girard, bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes le grand spécialiste des questions internationales au Figaro. Tiens, Renaud, est-ce que ce qu'il s'est passé cette nuit vous a surpris dans un premier temps? Quand vous êtes levé ce matin et que vous avez vu sur l'application du Figaro les nouvelles, est-ce que vous avez été surpris? Alors, j'ai été surpris dans la mesure où c'est une énorme nouvelle, puisque c'est effectivement une guerre ouverte lancée par Israël contre la Perse, contre l'Iran, qui est quand même un pays très important. Donc là, c'est très clair. Est-ce que j'étais surpris? Non, puisque j'avais été reçu encore en octobre dernier par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui m'avait dit que l'Iran nucléaire, un Iran nucléaire représentait une menace existentielle pour l'État d'Israël et qu'il allait s'en occuper très prochainement, si, au cas où, évidemment, les Iraniens ne reculaient pas sur leurs intentions nucléaires. Il y a eu des négociations avec les Américains. Il y a eu un plan américain proposé à l'Iran de dénucléarisation de l'Iran. L'Iran ne l'a pas accepté. Il y avait eu un plan il y a quelques années, on va y revenir, Renaud, mais il y avait eu un plan il y a quelques années que Trump a révoqué. Alors, il y a eu un accord nucléaire très important du 14 juillet 2015 à Vienne, qui, effectivement, réglait, en tout cas, repoussait le problème, puisque les Iraniens acceptaient de renoncer à l'enrichissement de l'uranium. Et ils ont effectivement renoncé. Ils ont respecté leurs engagements, les Iraniens. Il y a eu 4 inspections de l'AIEA, c'est l'agence internationale qui s'occupe de l'énergie atomique, qui est à Vienne. 4 inspections inopinées qui ont dit que oui, les Iraniens appliquaient leur accord. Mais ça, c'était l'accord de 2015. Ensuite, unilatéralement, Trump a retiré la signature américaine de cet accord et a voulu appliquer des sanctions nouvelles à l'Iran, parce qu'évidemment, l'accord supposait qu'il y avait un retrait progressif des sanctions. Et les Européens n'ont pas été d'accord avec les Américains, ils ont voulu continuer à avoir du commerce avec les Iraniens, mais bientôt c'était impossible, puisque toutes les grandes entreprises occidentales, les banques, Total, Renault, Peugeot, etc., ont trop peur des Américains et des rétorsions possibles des Américains, et donc se sont retirés du marché iranien. Donc, comme l'Iran ne pouvait pas reprendre son commerce, il a dit, quitte à faire, on va aller jusqu'au bout de notre programme nucléaire. Et sortir de cet accord. On va y revenir évidemment sur la question du nucléaire parce que c'est central, mais on va expliquer ce qu'il s'est passé cette nuit. Alors, ce sont des déclarations officielles. Israël a annoncé vendredi matin avoir frappé l'Iran. Les médias iraniens ont rapporté que des explosions avaient été entendues à Téhéran. Les tensions montaient suite aux efforts américains visant à obtenir l'accord de l'Iran pour l'arrêt de la production de matériaux pour une bombe atomique, c'est ça, l'enrichissement de l'uranium. Un responsable militaire israélien a déclaré qu'Israël avait frappé des dizaines de cibles nucléaires et militaires. Ça, c'est important de le dire, Renaud. C'est un raid d'une très grande ampleur. Oui, avec combien? 200 avions 200 chasseurs bombardiers absolument impliqués, qui font des Noria. Donc, qui partent d'Israël. Partent d'Israël. Oui. Je vais essayer de montrer une carte, Renaud. Allez-y, expliquez-nous. Je vais vous montrer une carte. Voilà. Oui, alors allez-y Renaud, expliquez-nous ces chasseurs. Si vous voulez, c'est une opération très systématique du Premier ministre Netanyahou, dont le but a toujours été d'assurer la sécurité, c'est une obsession chez lui, d'Israël. Son frère aîné est mort en opération à Entebbe. Lui, son devoir, il l'estime, c'est d'assurer la sécurité d'Israël. Il estimait la sécurité d'Israël menacée. Et donc,
première étape. La voici cette carte. Donc Israël. Première étape, il y a eu le Liban, le Hezbollah annihilé, voilà. Voilà, donc Deuxième Israël étape, est ici. la Syrie est passée du côté occidental, en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Trump a levé ses sanctions à l'égard du régime d'Al-Shara. Et donc, ensuite... Et donc, on dézoome un peu. Israël est ici, voilà. L'Iran est là. La frontière est là. Alors, ce serait des cibles militaires à la frontière, en partie. Ah bah non, certains... ils ont même bombardé le grand centre nucléaire de l'Iran, qui est Natanz, où les machines d'enrichissement d'uranium sont enterrées très profondément. On ne sait pas si leur bombe a percé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des livraisons de matériel américain très important depuis un mois. Peut-être qu'ils ont eu des bombes capables d'entrer tout à l'intérieur du réseau souterrain de Natanz, un peu comme ce qu'ils avaient fait à Beyrouth contre le Hezbollah, où vous avez pu tuer le chef du Hezbollah, bien qu'il était dans un bunker très enterré. C'est ce que fait aujourd'hui Israël, c'est-à-dire la décapitation du pouvoir militaire de l'Iran, est en grand ce qu'Israël a réussi à faire avec le Hezbollah. Deux donc cibles principales, les infrastructures nucléaires, les infrastructures militaires. Autre information. Et les chefs, comme pour le Hezbollah, et j'allais vous en parler. Voilà. Alors voilà, la télévision d'État en Iran rapporte que le chef des gardiens de la révolution iranien, le général Hossein Salami, a été tué, ainsi que des scientifiques impliqués dans le nucléaire. Qui est ce général Salami? C'est celui qui avait remplacé le général Qassem Soleimani, qui était le grand chef d'Al-Quds, des gardiens de la révolution, qui devait sans doute succéder au guide, qui devait en fait prendre les rênes de l'Iran. Il était très populaire. Qassem Soleimani, vous vous souvenez des millions et des millions d'Iraniens qui ont accompagné son cercueil lorsqu'il est mort. Il a été, lui, assassiné par les Américains, le Qassem Soleimani, à Bagdad, alors qu'il allait voir les milices chiites qui harcelaient l'ambassade américaine à Bagdad. Et Trump, à l'époque, ne l'avait pas supporté. Évidemment, il voulait protéger son ambassade. L'ambassade américaine, c'est un énorme compound à Bagdad. Et donc, il avait envoyé un missile. L'armée américaine avait tué d'un missile Hellfire Soleimani. Donc là, on est en 2020. Voilà, remplacé par ce Hossein Salami. Donc c'est un poste extrêmement important. C'est quoi le gardiens de la révolution, numéro 2, numéro 3 du pouvoir? Oui, c'est ça. Ils ont, je crois, aussi tapé le numéro 3 ou 4, le secrétaire du Conseil suprême de défense. Ils ont eu aussi le chef d'état-major de l'armée de l'air. Ils ont un peu décapité, en fait, tout l'état-major de force iranien, ce qui montre la qualité du renseignement israélien aussi. Ils ont été capables de les frapper des personnalités, dans leur sommeil, si vous voulez, chez eux. Des personnalités comme ça, c'est qu'il y a là de la précision. On n'est pas sur du bombardement et puis ça tombe quelque part et on tue de manière aléatoire le chef des gardiens de la révolution. C'est très précis, un peu comme ce que les Iraniens ont réussi, et les Israéliens ont réussi à faire à Beyrouth pour décapiter le Hezbollah. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Beyrouth n'est pas du tout pas une ville détruite. Beyrouth est tout sur pied, mais ils ont réussi à frapper avec beaucoup de précision les principaux commandants du Hezbollah, et ils ont fait la même chose avec l'Iran, ce qui prouve la qualité du renseignement israélien. 10h10, vous avez toutes les informations sur ce qu'il s'est passé cette nuit. On va essayer de se projeter un peu pour comprendre ce qu'il va se passer maintenant. D'abord, Israël a déjà frappé il y a quelque temps, alors c'était d'une moins grande ampleur, l'Iran. On se souvient d'une première salve il y a quelques mois, c'était beaucoup moins fort que ça. Et l'Iran ça n'avait rien à voir. Alors voilà, expliquons. Parce que des gens se souviennent de ça, ils disent mais attendez, on a déjà eu ce genre d'actualité il y a quelques mois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a eu un bombardement effectivement iranien pour réagir contre l'assassinat par les Israéliens dans l'ambassade d'Iran à Damas
C'était du temps du régime de Bachar el-Assad. Maintenant, les Iraniens ont dû partir de Syrie. Ils avaient donc assassiné le général qui s'occupait des opérations régionales. D'accord. Et ça, les Israéliens avaient réussi. Donc, les Iraniens avaient décidé de répliquer par un envoi massif de drones pour bombarder, mais ils avaient un peu prévenu à l'avance. On était encore dans le symbolique, dans le jeu de voilà. Et ensuite, grâce d'ailleurs aux Occidentaux, ces missiles iraniens avaient été tous interceptés pratiquement. Et ensuite, Israël, évidemment, devait faire une réplique, une riposte. Israël l'a fait, mais c'était une riposte assez mesurée, montrant qu'elle était capable de frapper des endroits importants et stratégiques. Mais on restait encore dans le message diplomatique, en quelque sorte. Dans l'avertissement. Dans l'avertissement. Là, on n'est plus dans l'avertissement. Là, on est dans la guerre. Là, quand vous détruisez les armes de votre... vous faites des bombardements préventifs et que vous tuez les principaux chefs militaires, ça s'appelle la guerre, oui. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, pour bien faire la différence avec ce qui s'est passé, c'était il y a 1 an et demi, il me semble. Aujourd'hui, quelle peut être la réponse de l'Iran ? On dit que l'Iran montre souvent les muscles, mais est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de réplique iranienne ? Est-ce qu'ils ont, alors qu'on sait que c'est un pays isolé depuis de très 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 nombreuses années, les moyens militaires pour répondre ce qui vient de se passer cette nuit? On a quelques doutes. Oui, Hossein Salami, là, celui chef des gardiens de la révolution qui venait de tuer, avait dit « si les Israéliens font quelque chose, nous allons ouvrir les portes de l'enfer ». L'Iran est en train de devenir une puissance mondiale, a-t-il dit. Bien, ce dont on s'est aperçu, c'est que les portes de l'enfer se sont peut-être ouvertes, mais c'est pour lui, parce qu'il est mort. Et on n'est pas sûr que l'Iran, aujourd'hui, qui vient de connaître une défaite par rapport à un petit pays, mais très armé qu'est Israël, on n'a pas l'impression que l'Iran soit devenu une puissance mondiale. L'Iran apparaît plutôt comme quelqu'un qui criait beaucoup, très haut, un peu comme le Hezbollah, mais aujourd'hui... Parce que Téhéran promet une réponse forte à l'attaque israélienne, alors ça ce sont des mots, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce qu'il peut y avoir des raids sur Israël ? Alors il peut y avoir des raids sur Israël, mais on a vu que Israël avait un système très efficace de patriotes, donc beaucoup des missiles, des projectiles seront interceptés. D'autre part, Israël... C'est ce fameux dôme de fer. C'est le dôme de fer, effectivement. Israël... que j'ai vu fonctionner en Israël de mes yeux vus. Donc on voit les missiles arrivent et puis un autre missile part et détruit l'attaquant. Et ils sont les meilleurs du monde dans cette défense antiaérienne, les Israéliens. Au départ, ils ont été beaucoup aidés par les Américains, mais ils ont mis au point leur propre système de DCA. Donc Et puis, il faut reconnaître aussi que l'Iran a perdu un instrument militaire très important qui était le Hezbollah et tous ses missiles. Or, c'est pour ça qu'on voit que Netanyahou a fait les choses, comme on dit en anglais, step by step, étape après étape. Oui, je comprends. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait imaginer après une attaque comme celle-ci, c'est une réplique immédiate depuis le Liban. Visiblement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas puisque Israël a détruit tous les équipements du Hezbollah. Question, Renaud, vous me parlez de ce dôme de fer et de cette capacité de se protéger d'Israël contre des missiles venus parfois du Hamas, parfois du Hezbollah. Est-ce qu'ils ont la capacité, ce système a la capacité de répondre à une nation, une armée aussi solide que celle qu'est l'Iran, enfin en tout cas qu'on imagine qu'on imagine si solide. Alors on a quelques doutes, puisque cette armée iranienne n'a pas été capable de soutenir son allié du Hezbollah et donc a perdu la Syrie, qui était un atout considérable pour l'Iran depuis 50 ans,
face à un chef de milice aidé par la Turquie. C'était donc le fameux Al-Shara ou Joulani, là, qui est celui qui est le maître de la Syrie. Donc, on est quand même moins impressionné par l'armée iranienne, voilà. Et est-ce que l'armée iranienne, après cette frappe préventive, cette attaque surprise, a les moyens de frapper Israël au point que ça ferait changer la politique d'Israël? La réponse est non. Il y a peut-être quelques missiles qui vont passer, mais ça reste anecdotique, je pense, dans ce bras de fer à court terme. C'est Israël qui va gagner. Alors, à moyen et long terme, c'est tout à fait différent. J'ai beaucoup plus de facilité à prévoir le passé qu'à prévoir le futur. Oui, comme beaucoup de monde, voilà. me semble-t-il. Et alors, est-ce que ça va enclencher des réactions mondiales? Est-ce que le monde entier, ou non, va être choqué par cet acte de guerre d'Israël? Israël n'a pas tout à fait bonne presse aujourd'hui. Israël a repris les attaques contre la bande de Gaza à partir du 18 mars dernier. Ça, on ne le sait pas encore. Ça va être très intéressant d'observer l'attitude des autres pays arabo-musulmans. Oui. Qui sont, pour certains, en conflit avec l'Iran. Alors, lesquels sont en conflit avec l'Iran et alors, il y a eu soutenir, même si des rivalités, des conflits aujourd'hui, réellement, non. Il y a eu effectivement une guerre Irak-Iran de 80 à 88, mais maintenant, les Irakiens sont plutôt... disons que l'intervention américaine de 2003 en Irak a pour effet de donner l'Irak à l'Iran, voilà. Mais les pays du Golfe sont évidemment avec les Américains, certains avec les Israéliens, certains ouvertement comme les Émirats, certains de manière plus cachée comme l'Arabie saoudite. Je pense que là, les Arabes du Golfe, qui sont très riches, mais qui sont militairement pas puissants, vont être impressionnés par ce qu'a fait Israël. Ils dire, voilà, on a raison d'avoir des liens diplomatiques avec eux. Je pense que MBZ, le chef des Émirats, va pas regretter ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'entrer dans les accords d'Abraham, etc. Et Israël montre que c'est une puissance qui sait se faire respecter, qui décide aussi par elle-même, parce que les Américains ont clairement dit... C'est la question qu'on n'a pas évoquée. Renaud, 10h19, si vous nous rejoignez, je vous rappelle que cette nuit, Israël a décidé de frapper l'Iran avec des cibles nucléaires et militaires, et le chef des gardiens de la révolution iranienne, le général Hossein Salami, a été tué dans l'une de ces frappes. Est-ce que les Américains étaient au courant? Est-ce qu'ils ont participé? À quel degré les États-Unis sont impliqués dans cette attaque? Alors, les Américains ont essayé d'éviter cette attaque puisqu'ils ont fait des négociations et des offres à l'Iran, un plan de dénucléarisation. C'était une médiation de Oman. Donc un nouveau plan après ce que vous nous avez expliqué au tout début de notre entretien, Renaud, après que Trump ait rompu le premier accord de 2015. C'est-à-dire quand Trump revient, contrairement à ce que voulait Netanyahou, qui veut tout de suite sans doute des frappes, Trump dit non, on va essayer la diplomatie. Donc il envoie Witkoff, etc. Il y a des négociations avec les Iraniens qui passent par la médiation omanaise. Il devait y avoir à nouveau un rendez-vous dimanche. Voilà, mais c'est vrai que on savait que ça avait été plus ou moins abandonné parce que les Iraniens n'ont pas accepté le plan américain. D'accord. Il fallait que les Iraniens donnent leur uranium enrichi à une puissance. On imagine les négociations à la Trump qui devaient clairement tordre le bras aux Iraniens, et les Iraniens devaient donner des garanties assez certaines d'abandonner le programme nucléaire militaire, notamment par exemple de confier des puissances tierces leur stock, ça aurait pu être la Russie par exemple, leur stock d'uranium enrichi. Qui aujourd'hui, on estime que les Iraniens très rapidement auraient pu construire ou avaient suffisamment d'uranium
pour construire 9 bombes atomiques. D'accord. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'ils avaient les moyens, ce qu'on appelle la weaponisation, c'est-à-dire que les fusées étaient prêtes avec les détonateurs, etc. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais c'était pour Netanyahou un danger existentiel. Il en avait fait part à Trump, qui lui avait dit oui, qui a accepté cette vision du danger existentiel présentée par Netanyahou, mais qui a dit « je veux quand même donner une dernière chance à la diplomatie, parce que Trump n'est pas un être belliciste ». Alors, il l'a fait, ça n'a pas marché. Trump a clairement dit qu'il n'avait rien à voir dans ce raid. Donc, les avions israéliens n'ont pas été ravitaillés en vol par des appareils américains. D'accord, donc ça c'est eux-mêmes. D'accord, voilà. Très bien, ça c'est une information importante. Bien sûr. En revanche, est-ce que les Américains ont livré des armes et beaucoup d'armes Donald Trump a prévenu qu'il était au courant quand même que cette attaque allait avoir lieu. Ça c'est important. Bien sûr, il a été mis au courant par Netanyahou à l'avance, évidemment. Mais Netanyahou ne lui a pas demandé son accord. C'est pas une opération irano-américaine. Les Américains ils ont pris leurs précautions. Si d'aventure il devait y avoir des attaques iraniennes sur des intérêts iraniens, comme par exemple les bases, il y a 2 bases américaines au Qatar. Le Qatar, c'est tout près de l'Iran. Voilà, donc là, effectivement, les Américains... Est-ce que les Iraniens, pour répondre à une attaque israélienne, pourraient s'en prendre aux géants américains? Ça paraît peu probable, quand même. Ils ne sont pas à une bêtise près, ça c'est une énorme bêtise, mais ils pourraient le faire. Alors là, ils risqueraient d'être vraiment vitrifiés. Ils auraient pu attaquer l'Arabie Saoudite, mais depuis 2 ans, il y a un accord entre les relations diplomatiques ont été reprises entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc l'Arabie Saoudite est dans un état de neutralité. Je pense d'ailleurs que son territoire n'a pas été survolé par les chasseurs israéliens. Parce qu'ils ne veulent pas du tout être impliqués dans cette guerre. Donc ça va être difficile pour les Iraniens de monter une riposte. S'ils s'attaquent aux Américains, c'est un régime aux abois. Alors, il peut toujours faire n'importe quoi. Et un peu comme le Hezbollah, qui a fait n'importe quoi lorsque le 8 octobre, au lieu de rester dans son coin, le 8 octobre, il a commencé à bombarder la Galilée par solidarité avec les Palestiniens qui avaient commis l'attaque du 7 octobre contre les kibboutz du sud d'Israël. Frappe israélienne contre l'Iran, vous le voyez, c'est notre direct sur le Figaro.fr. Vous pouvez le suivre, vous aurez les informations tout au long de la journée. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas ce soir, ça va durer quelques semaines. Téhéran prévient qu'elle n'aura pas de limite dans sa réponse. Voilà, on est toujours dans les mots. Renaud Girard, question très simple. Est-ce que le régime iranien peut tomber à terme? On a vu par exemple, on a vu des matamors comme ça, des régimes dictatoriaux de matamors, qui sont tombés après des défaites militaires. On pense évidemment, bien sûr, le régime de Mussolini, mais il y a surtout, c'est un très bon exemple, le régime de Mussolini, la défaite de la réussite du débarquement allié en Italie en 1943, qui a fait que Mussolini a été chassé par le roi. Et plus récemment, on a vu la dictature argentine, qui aussi avait eu des propos de matamor contre les Anglais, qu'ils allaient reprendre les Malouines, qui ont attaqué, pris à un moment les Malouines, ils se sont fait chasser. Là, c'était une humiliation, évidemment, pour la dictature argentine. Et elle est tombée à cet égard. Et donc, bien sûr, que ce régime peut tomber. Ce régime peut tomber. Renaud, est-ce que Netanyahou, Israël, va appuyer sur l'accélérateur et va continuer? C'est-à-dire que là, il y a une première salve cette nuit. Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il peut y avoir des hommes sur le terrain? Parce que là, on est quand même... Alors, visiblement, les Israéliens ont un très bon réseau de renseignement. Oui.
Alors, ils ont déjà, on sait que les Israéliens travaillent avec ce qu'on appelle les Moudjahidines du peuple, une sorte d'organisation islamo-gauchiste. Donc, les mollahs au pouvoir, ils sont islamo-conservateurs. Ouais. Et donc, il y a eu les mollahs au pouvoir ont essayé de détruire tous ces gardiens Moudjahidines du peuple. Donc, c'est une forme de résistance intérieure, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Les Moudjahidines du peuple, c'est eux qui avaient déjà envoyé des plans et des précisions. Ils sont infiltrés un peu partout dans la société iranienne. Ils sont évidemment interdits. Et c'est eux qui avaient averti les puissances occidentales du programme nucléaire iranien au début des années 2000. D'accord. Et donc, et puis ils ont d'autres sources, si vous voulez. Ils ont un réseau exceptionnel. D'accord, mais alors Renaud, je repose ma question. Je sais que vous me l'avez dit, vous prévoyez beaucoup mieux le passé que l'avenir, mais là, dans les semaines à venir, les jours à venir... Alors là, je pense qu'il va y avoir, dans les semaines à venir, la décapitation de toutes les infrastructures militaires stratégiques iraniennes par les Israéliens. Mais ils procèdent avec méthode. C'est pour ça qu'ils ont tué les chefs, parce qu'il y a aussi le chef d'état-major de l'armée qui a été tué. Alors c'est moins important peut-être que les gardiens de la Révolution, mais quand même, ils ont tué le chef aussi de l'armée de l'air, etc. Et donc, ils ont fait ça. C'est quoi les prochaines cibles ? C'est le guide suprême ils ont décapité, si vous voulez, les hautes sphères militaires, il va y avoir une sorte de confusion. Et ça va être très difficile aux Iraniens de préparer militairement une riposte. Et donc, ils vont continuer leur travail de destruction de l'appareil militaire iranien. Donc ça ne s'arrêtera pas. Non. Dernière question, Renaud. Benjamin Netanyahou, que vous avez rencontré, est à nouveau là dans une logique militaire, une logique de guerre. Première question, est-ce qu'il va être soutenu par les Israéliens dans cette démarche ? Parce qu'il leur a annoncé cette nuit qu'ils allaient devoir, par exemple, rester là plusieurs jours cachés dans des bunkers parce qu'il y avait un risque. Il y a déjà cette question à Gaza qui ne fait pas l'unanimité en Israël. Est-ce que Netanyahou s'enferme peut-être dans une logique militaire ? Alors, il est très clairement dans une logique militaire sécuritaire, mais cette menace iranienne est une menace qui était partagée, n'est-ce pas, par les différents gouvernements israéliens. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout Il y a plus de consensus sur le conflit contre, et en tout cas les animosités contre l'Iran, plus que dans la question du conflit à Gaza. Il y a un consensus, beaucoup plus de consensus sur l'Iran. Après, il y a des gens qui diffèrent sur les méthodes, comment réagir. Mais pourquoi ? Parce que le guide de la révolution iranienne, c'est-à-dire le vrai patron de l'Iran. Le vrai patron de l'Iran, c'est un religieux, c'est pas le président élu démocratiquement. Ali Khamenei, c'est ça ? Il s'appelle Ali Khamenei, absolument. A dit plusieurs fois que Israël c'était une tumeur cancéreuse au Moyen-Orient, que ça devait être donc enlevé. Donc ce régime iranien considère que l'État juif, l'État d'Israël, n'a pas sa place au Moyen-Orient, qui devrait être éliminé, quoi. Voilà, ils n'ont jamais accepté le sionisme, qui en fait était tout à fait accepté par le régime iranien précédent, le régime du Shah, qui avait de très bonnes relations avec Israël. D'ailleurs, dans l'histoire, les Perses sont toujours bien entendus avec les Juifs. Ils n'ont jamais fait que libérer, avec Cyrus le Grand, les Juifs qui étaient à Babylone. Voilà. Et donc, les Israéliens, dans cet acte-là, sont derrière leur Premier ministre, oui. Quelle sera la réaction de la France ? On sait qu'il doit y avoir dans les prochains jours une décision d'Emmanuel Macron de reconnaître ou non un État palestinien. Est-ce que cela peut rebattre les cartes ? Est-ce que la France soutiendra beaucoup plus Israël dans cette guerre contre l'Iran que contre Gaza ?
Alors, la France, à mon avis, ne va pas condamner ce raid israélien dans la mesure où l'Assemblée des gouverneurs de ce qu'on appelle l'AIEA, des gouverneurs de l'AIEA, le conseil d'administration, a émis tout récemment, c'était il y a 3 jours, un avis comme quoi l'Iran, qui est un État signataire du traité de non-prolifération nucléaire, que l'Iran avait failli à ses obligations et avait brisé, en fait, cassé ses obligations et ne respectait pas le traité de non-prolifération nucléaire. Et donc, c'est un avis extrêmement important. Et donc, la France ne va pas pouvoir condamner, crier très haut le fait, elle va sans doute comprendre que les installations nucléaires iraniennes puissent être détruites par les Israéliens. Est-ce que le mouvement macronien d'aller faire une conférence avec l'Arabie Saoudite à New York sur Expliquez, les Palestiniens. La semaine prochaine, c'est ça ? C'est la semaine prochaine. Oui. Alors, est-ce qu'il va falloir, évidemment, avec les Saoudiens, les Français seront avec les Saoudiens, il va falloir intégrer cette nouvelle donne qui change tout, si vous voulez. Donc, on verra comment diplomatiquement Emmanuel Macron... Aujourd'hui, l'histoire de l'État palestinien... ou pas reconnaître, parce que c'est du wishful thinking, parce que l'État palestinien n'existe pas. Ah oui, c'est-à-dire on prend ses désirs pour des réalités, quoi. Non, c'est pas parce qu'on dit qu'on reconnaît un État palestinien qu'il va y avoir un État palestinien. Déjà, il n'y a pas d'union ou d'unité entre la Cisjordanie et Gaza. Il n'y a pas la volonté. Et donc, on reconnaîtrait une fiction. Je ne sais pas si c'est une bonne idée dans la politique. Moi, je suis un réaliste. Je pense qu'il faut reconnaître les réalités. Mais peu importe. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment avancer le schmilblick, ni même la route vers la paix. C'est un peu dans le symbolique. Et donc, en revanche, est-ce qu'il va être habile ? Est-ce qu'il va retourner la situation ? Est-ce qu'il va, à New York, donc à l'ONU, avec les Saoudiens, est-ce qu'il va proposer quelque chose ? Là, on peut se dire que diplomatiquement, il s'est un peu coupé un pied, Emmanuel Macron, parce que en proposant cet État palestinien, il s'est brouillé avec Netanyahou, et donc il n'est plus à même de discuter, d'être un médiateur, parce que la France, évidemment, un pays qui connaît extrêmement bien le Moyen-Orient. Les conseillers sont allés voir les autorités palestiniennes, voir les autorités israéliennes, pour essayer de trouver un accord, notamment sur le désarmement du Hamas, etc., etc. Ce serait l'une des conditions pour que Emmanuel Macron valide la décision de la France de reconnaître un État palestinien. Ah évidemment, ce qui est important, ça serait ça serait très critiqué que Emmanuel Macron reconnaisse un État palestinien sans que le Hamas soit parti de Gaza, sans que tous les otages aient été libérés. Mais aujourd'hui, il peut très bien retourner la situation et peut-être faire avancer les choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est un partenaire extrêmement important dans cette région, un partenaire qui a réussi à avoir des relations assez bonnes, enfin en tout cas pas conflictuelles, neutralité vis-à-vis de l'Iran, et donc il peut peut-être diplomatiquement retourner la situation et faire quelque chose d'intéressant de son sommet à New York la semaine prochaine. Merci beaucoup Renaud Girard. Je montre quand même, et un mot si vous voulez, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères qui s'est exprimé, vous pouvez retrouver ça sur le direct texte du Figaro. La France a appelé vendredi toutes les parties à la retenue à éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale. Voilà ce qu'il dit d'abord. Mais il précise, nous avons exprimé à plusieurs reprises nos vives préoccupations concernant le programme nucléaire iranien, a indiqué le ministre des Affaires, jugeant essentiel que toutes les voies diplomatiques soient mobilisées pour désamorcer les tensions. Bon, parole assez classique, mais quand même, nous avons exprimé à plusieurs reprises nos vives préoccupations concernant le programme nucléaire iranien.
Cela veut dire qu'il ne désapprouve pas totalement le fait que C'est Israël exactement ce que je vous disais. Voilà. Ben voilà, Renaud. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. On reste très attentif, évidemment, sur cette situation au Moyen-Orient toute la journée. Dans Point de vue, notamment tout à l'heure à midi, ce sera Georges Malbruno qui sera là, qui lui aussi, comme vous, Renaud, est un spécialiste de ces questions au Moyen-Orient. Point de vue, la question du jour. Et puis, toute l'info sur lefigaro.fr. Merci de nous suivre. Ouais, là, il va y avoir. Ils sont en train déjà de découper. Très bien. Et puis après. Parce que maintenant, c'est avec les canaux différents, c'est quel canal, Figaro? Alors là c'est que sur le site, ce qu'on vient de faire. Voilà. Et est-ce que le canal, il n'est pas ouvert sans arrêt? En fait, tu as Je ne comprends rien. sur le site lefigaro.fr.